Chers élèves, bonjour. Bonjour, monsieur. Comme vous le savez, les écrivains écrivent, n'est-ce pas? Chacun a sa façon d'écrire. Chacun a son espace, ses idées, ses façons d'écrire, ses moyens d'expression. Celui-là écrit de façon simple, celui-là écrit, ça veut dire qu'il écrit bien avec des images, avec des comparaisons, avec des métaphores, etc. On va voir tout ça après. Donc il y a plusieurs genres d'écriture. On peut dire qu'il y a plusieurs genres littéraires. Nous avons déjà vu certains genres, n'est-ce pas, que vous connaissez déjà. Oui. Le récit. Nous avons vu le récit, ça veut dire, c'est un texte. C'est ce qu'on appelle la prose. C'est ce qu'on appelle la prose. Et celui qui... il y a certains écrivains qui écrivent de façon musicale, en utilisant par exemple, prime, crime. Ce sont des rimes, très bien. Voilà, ce sont des rimes. Donc, ce qu'on appelle de la poésie. Donc, il y a la poésie, il y a la prose, il y a le récit, il y a donc, il y a la poésie, la prose et le théâtre. Bien, avant de voir le poème que je vous ai proposé, Le ciel est par-dessus le toit de Paul Verlaine, nous allons parler un petit peu de ces trois genres. Tout d'abord, pour faire la différence, les genres littéraires. Donc nous avons la prose, la prose. D'accord? Dans la prose, il y a un texte, très bien. Donc il y a un texte. Ce texte, il se compose de quoi? De paragraphes, c'est très bien. De paragraphes. Et un paragraphe se compose de quoi? De titre. Un paragraphe, il y a des Sous-titres. Des numéros. un paragraphe, qu'est-ce qu'il y a dans un paragraphe? Donc vous avez un texte, vous avez un paragraphe, et dans le paragraphe, il y a des... Des lignes. Ce sont des... Points. Non. Ce sont des phrases. Ce sont des phrases. Donc, je répète, dans un texte, dans la prose, il y a un texte. Dans le texte, il y a un paragraphe. Et dans le paragraphe, il y a des phrases. Contrairement à la poésie. Donc la poésie, est-ce qu'on trouve un texte dans la poésie? Non. C'est un poème. C'est un poème. Dans le poème, il y a des strophes. Et dans la strophe, on ne dit pas une phrase, on dit un vers. Très bien. Donc, un vers. Donc, ne mélangez pas les trois. On ne dit pas dans un poème, on ne dit pas le premier paragraphe. On dit la première strophe, deuxième strophe. Dans une strophe, on ne dit pas la deuxième phrase, on dit le deuxième vers. C'est très bien. Dans le théâtre, est-ce qu'on a un texte ou un poème? Qu'est-ce qu'il y a? On appelle ça une pièce. Théâtrale. Voilà, une pièce théâtrale. Donc c'est une pièce théâtrale. Qui se compose de quoi? Des Ce sont si vous connaissez la réponse, vous levez le doigt. Sinon, Des paroles. avant les paroles. Donc on a un ensemble de paroles. Comment on appelle ça? Vous ne connaissez pas. C'est un acte. C'est un acte. Donc on trouve l'acte. Et l'acte se compose de plusieurs, pas paragraphes, de plusieurs scènes. On va voir ça après. Donc les scènes. Bon, les scènes.
Donc, un acte se compose de plusieurs Scènes. D'accord? Bien. Donc, c'est la différence entre l'acte et la scène. Et dans les scènes, il y a ce qu'on appelle des paroles. Ce sont des paroles ou ce sont des répliques? Très bien, bravo. Ce sont des répliques. Donc, réplique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réplique? Ça veut dire c'est une parole. Voilà, une réplique, c'est une parole. Ça veut dire quoi, une parole? Si ce qui se dit, ce qu'on dit, c'est une. Lorsque je dis par exemple, bonjour maman, ça c'est une réplique. Hein? Dépêchez-vous maman, je vais à l'école, je vais être en retard. Ça c'est une réplique, d'accord? C'est ce que vous dites, ça s'appelle des répliques. Ou bien ce sont des phrases, le verbe, prononcer ou bien parler. Donc c'est une phrase parler ou bien prononcer. Donc c'est ça, parler. Donc vous avez compris. Donc la prochaine fois, si on vous demande, par exemple, d'expliquer, si je vous dis par exemple, cherchez-moi le champ lexical, ça veut dire les mots qui appartiennent à la nature. Vous allez dire, monsieur, l'arbre. Où tu as trouvé l'arbre? Vous allez me dire, dans le deuxième vers de quoi? De la deuxième ou la troisième strophe. Vous n'allez pas me dire dans la première phrase du paragraphe. Non. On parle de ça, donc quand on parle d'un texte, on dit paragraphe et phrase. Quand on parle de la poésie, on dit strophe et vers. Quand on parle de la pièce théâtrale, on dit acte, scène et réplique. C'est compris? Vous avez des questions? Bien. Donc, nous allons voir le point que je vous propose aujourd'hui, c'est le ciel est par-dessus le toit. Ça veut dire que on est en train de parler du ciel, mais est-ce qu'on le voit? Non. Parce qu'il est au-dessus du toit. Ça veut dire quoi? Que celui qui écrit ce poème, c'est-à-dire Paul Verlaine, il nous parle d'un ciel qu'il ne voit pas. Est-ce que vous savez pourquoi il ne voit pas le ciel? Parce qu'il est dans une... Vous avez certainement entendu parler de Verlaine avec son ami qui s'appelle Rimbaud. C'est aussi un poète. C'est aussi un poète. Donc, il a blessé son ami. Donc, il est prisonnier. Voilà, il est prisonnier. Il est prisonnier. On peut dire qu'il est prisonnier. D'accord? Prisonnier. Il est en prison. D'accord? D'accord? Il est en prison. Bien, il est emprisonné. D'accord? Il est incarcéré. Il est incarcéré. Donc, prisonnier. Donc, le verbe emprisonné. D'accord? Et ça veut dire incarcéré. Emprisonné ou bien incarcéré. Ou ça veut dire écroué. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Hein? Écroué ou bien emprisonné dans une prison. Bien, alors je vais vous lire le poème. On écoute. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu et si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau dans l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette rumeur, cette paisible rumeur-là, vient de la ville. Qu'as-tu fait, toi, que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, de ta jeunesse? Paul Verlaine. Donc, d'après la lecture, d'après ce que vous avez entendu, écoutez, ça prouve que l'auteur,
Est-ce qu'il est content? Non, il est triste. Il est triste. On peut dire qu'il est triste. Hein? Le poète, il est triste. On peut dire triste ou bien un autre adjectif. On peut dire le poète est triste ou bien un autre adjectif. Malheureux. Mais malheureux, Mécontent. mélancolique. Vous n'avez jamais entendu parler de ce mot. Mélancolique, ça veut dire plus que triste. C'est une tristesse avec une souffrance. Il souffre. Il n'est pas seulement triste, mais il souffre aussi. Donc c'est pourquoi on dit mélancolique. Donc mélancolique, c'est plus que triste, d'accord? Bien. Nous allons voir pourquoi il est... Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il est triste, mélancolique, parce qu'il est en prison. Donc si vous voulez, puisqu'il est mélancolique, il pleure, ça veut dire quoi? Qu'il a regretté. Donc, voilà, donc il regrette ce qu'il a fait. Ce qu'il avait fait. Donc il regrette ce qu'il a fait. Donc en général, quelqu'un qui est en prison, il n'aime pas être en prison. Personne ne veut être en prison. Mais lorsque vous faites un délit, un crime, et vous êtes emprisonné, donc vous allez regretter, vous allez pleurer, parce que vous êtes privé de quoi? De la vie. De la vie, très bien, vous êtes privé de la vie. Vous êtes privé aussi de la ville. C'est pourquoi il a dit, cette paisible rumeur vient de la ville. Ça veut dire qu'il est loin de la ville, qu'il n'est pas dans la ville. Donc ça veut dire emprisonné. Donc nous allons voir, strophe par strophe, hein, nous allons voir comment et quels sont les sentiments de l'auteur, etc. D'accord? Bien, vous allez lire en silence. Premier, on dit paragraphe. Première strophe. Voilà. Ça va? Oui. Bien. Donc, comme nous avons dit, l'auteur, Paul Verlaine, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à travers quoi? Peut-être à travers la fenêtre, s'il a déjà une fenêtre, n'est-ce pas? Hein? Donc, il regarde à travers qu'on appelle les barreaux, hein, de la fenêtre, de quoi? De la prison. Donc il est en train de regarder, mais il ne peut pas tout voir. Donc il ne peut pas voir le ciel parce qu'il est au-dessous du toit. Hein. C'est le ciel qui est au-dessus du toit. Bien. Donc ici, il parle de quoi? Il nous décrit quoi? Ce qu'il y a dehors. Donc, il parle de quoi? Du ciel. Du ciel et de la vie. Voilà. Le ciel est par-dessus le toit. Comment il est le ciel? Il est bleu et si calme. Ça veut dire quoi? Que la vie ne mérite pas. Il y a de belles choses dans la vie. Donc, la clarté, la beauté, le ciel qui est bleu et qui est calme. N'est-ce pas? Donc, il commence à regretter. Quoi d'autre? Si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le... Bon, est-ce qu'il s'agit d'un arbre ici? Puisqu'il a parlé de palmes. Parce que les palmes, ce sont des palmiers qui ont des palmes. Ce sont des palmiers hein? Ce sont des palmiers. C'est pas comme l'arbre. L'arbre, c'est autre chose. D'accord? L'arbre a des branches. L'arbre a des branches. Par contre, le palmier a des palmes. Donc, que fait le palme? Lorsque le vent souffle, Il
berce sa Voilà, il berce sa palme, ça veut dire que le vent, il nous décrit une image que les palmiers, que le vent fait bercer comme un comme un bébé. Comme un bébé, voilà. Donc berce sa palme. Ensuite, deuxième strophe. Ça va? Oui. Par quoi commence la strophe? La Par cloche. la cloche. Bon, comme vous le savez, chez nous, dans l'islam, c'est le muazzin. C'est le muazzin qui appelle les croyants à la prière. Mais en France ou dans les églises, etc., il n'y a pas le muazzin, il y a la cloche. Voilà. Donc ici, il y a une grosse cloche, n'est-ce pas? Comme une grosse qui cloche. Qui teinte, voilà, qui teinte. Ou qui sonne, hein? Qui sonne bien, qui teinte. Donc la cloche. Donc, puisqu'on a parlé de l'église, ou bien de la cathédrale, ça dépend des religions, etc. Ou bien la cathédrale, ou bien l'église. Donc, il y a une cloche. Quand on dit la présence de la cloche, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit le ciel et la cloche. Ça veut dire quoi? Hein? La cloche est très loin. C'est la religion, c'est la religion. C'est la religion. Ça veut dire qu'il parle de la cloche, ça veut dire qu'il parle à qui? Il s'adresse à qui? À Dieu. Très bien. Donc il commence, comme nous avons dit, il commence à regretter. Donc il a dit le ciel, il a dit la cloche, ça veut dire la présence de la religion. La présence de la religion. Donc ça veut dire qu'il commence à regretter ce qu'il a fait. Donc, la cloche dans le ciel, doucement, teinte. Donc, il y a ici ce qu'on appelle, on va parler des figures de style, il y a des mots qui sont contraires. Des mots qui sont contraires. Doucement et teinte. Est-ce que la cloche teinte doucement? Non. Il y a deux mots qui sont contraires. Donc, on peut rencontrer dans des vers, dans des phrases, des auteurs, bien sûr, des mots qui sont contraires dans une même phrase. Ce qu'on appelle dans la versification l'oxymore. Hein, l'oxymore. L'oxymore. D'accord? L'oxymore, c'est l'emploi de deux mots contraires. Hein? Bon. Ce sont ce qu'on appelle des figures de style. Bon, les figures de style, on a déjà vu la comparaison. Et la comparaison sans outil grammatical, ça s'appelle une métaphore. Oh, très bien, une métaphore. Donc les deux, ce sont des comparaisons. La comparaison, on emploie l'outil grammatical comme, exemple, il chante comme un rossignol. Il chante comme un rossignol. Donc ici on a employé comme, c'est la comparaison. Mais je peux dire, il a une voix de rossignol. Il a une voix de rossignol. Est-ce que j'ai employé comme? Non. Donc ça c'est la comparaison et ça c'est la métaphore. Donc la métaphore c'est une comparaison mais sans employer d'outils grammatiques. Bien. Qu'est-ce qu'il vaut aussi à part la cloche? Est-ce qu'il vaut autre chose? Oui. Voilà. Donc nous avons dit tout à l'heure, il est en train de nous décrire ce qu'il y a en dehors de la prison. Très bien. Donc il nous a parlé du ciel, il nous a parlé de la cloche, et quoi d'autre? D'un oiseau. Où ça? Sur un arbre. En réalité, est-ce qu'il voit cet arbre? Non. Mais tout simplement, il imagine. Très bien, il imagine. Donc ça veut dire toujours qu'il regrette ce qu'il a fait. Donc quelqu'un qui est emprisonné, c'est quelqu'un qui est privé de beaucoup de choses. De la nature, quoi d'autre? De la
De la Du De la mer, de la plage. Quoi d'autre? Des montagnes. Très bien. Donc il est privé de beaucoup de choses. Il ne peut pas faire du sport comme les autres. Il ne mange pas bien comme les autres. Il ne peut pas voir aussi. Hein? L'argent. C'est-à-dire, Travailler. il ne peut pas travailler. Il ne peut pas faire des projets. Il ne peut pas voir des restaurants, des supermarchés, des souks, etc. Des biens Donc, alimentation. voilà, donc il est privé de tout. C'est pourquoi il imagine. Il imagine quoi? Le ciel, qui est bleu et calme. Il imagine la cloche. Il imagine un arbre sur lequel il y a un oiseau. Mais cet oiseau-là, est-ce qu'il est content d'après le poète? Non. Pourquoi? Il chante, mais il chante quoi? Sa plainte. Lui aussi, il est Malheureux. malheureux, très bien, voilà. Il est malheureux. Donc malheureux comme qui? Comme le poète. Donc lui aussi, il chante sa plainte, il regrette ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et l'oiseau aussi, il est comme lui. Même s'il chante, il n'est pas content, donc il chante sa plainte. Ça vient de quel verbe plainte? Plaindre. Ça vient du verbe plaindre. Bon. Quand vous allez à quelqu'un, vous dites, monsieur, il m'a volé, il m'a frappé, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est le verbe plaindre. Donc vous faites une plainte. Donc l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il chante sa plainte. Très bien. Donc aussi c'est ce qu'on appelle l'oxymore. Il chante, mais il ne chante pas bien. Il ne chante pas parce qu'il n'est pas content. Il chante sa plainte. C'est tout à fait le contraire. Quand est-ce qu'on chante? Quand on est joyeux. Heureux, quand on est joyeux, très bien. Mais ici, ce qui est joyeux, donc, Non, c'est il est tout à fait triste. le contraire. Bien, on va lire la troisième strophe. Ça va? Bien. Par quoi commence la troisième strophe? Mon Dieu. Donc toujours il y a la présence de quoi? La cloche. C'est-à-dire la religion. Donc nous avons dit le ciel, la cloche et Dieu. Voilà. Donc toujours il regrette ce qu'il a fait. Donc, mais cette fois, le mot mon Dieu est répété deux fois. C'est ce qu'on appelle la répétition de deux mots. C'est une anaphore. C'est une anaphore. Donc vous êtes en train de voir des figures de style. On va voir qu'est-ce que ça veut dire une figure. Donc c'est une anaphore. Figure de style, ça veut dire quoi? Nous avons dit tout à l'heure au début, c'est une façon de parler. d'écrire ou de parler. Très bien. C'est une façon en utilisant des styles. des différents. Des photos. Des images. D'accord? Et aussi des comparaisons. des métaphores, etc. Donc ce sont des figures de style. Il existe beaucoup de figures de style. Nous allons voir. Et vous allez voir après. Dans le lycée. Au tronc commun, au lycée, au bac, vous allez trouver beaucoup de figures de style. D'accord? Donc l'anaphore, nous avons dit, c'est la répétition. C'est très bien. C'est une répétition de quoi? Du mot. Des mots. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il appelle Elle parle de quoi? De la vie. De la vie. Donc, pour lui, est-ce qu'il est à l'intérieur de la vie? Non. Il est en dehors de la vie. C'est comme s'il est mort. C'est comme s'il n'existe pas. Donc il dit la vie. C'est comme si la vie est loin de lui. Donc la vie est là, là-bas. Hein, il est là. Hein? Comment elle est cette vie? Donc c'est comme s'il veut dire pourquoi. Il se pose la question. Puisqu'il est simple. Donc quelle est la question qu'il va se poser? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi la rendre Comprise. le contraire de tranquille, simple? Complexe. Pourquoi la rendre complexe? Pourquoi faire des problèmes? Donc la vie, elle est simple. Donc il faut la vivre simplement et de façon heureuse. Pourquoi faire des problèmes et se priver de cette vie?
Donc la vie est là, simple et tranquille. Pourquoi les problèmes? Pourquoi courir, chercher des problèmes? Dans la même strophe, il y a oxymore. Autre oxymore, d'autres oxymores, oui. Qu'est-ce qui peut me relever cet oxymore? Simple et tranquille. La vie. Simple et tranquille? La Non. vie. Non. Bien et... 7. Cette rumeur. Regardez ici. Qu'est-ce que vous entendez encore? Les voitures. Les mécaniciens, les voitures, ce sont des rumeurs. Et aussi les gens qui parlent, aussi c'est une rumeur. Comment est cette rumeur? Rumeur, mais qui est paisible. Hein? Paisible, ça veut dire heureuse, calme. Donc ça veut dire qu'il y a le contraire, l'oxymore. C'est paisible, rumeur. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc l'auteur, il joue avec les mots. Il joue avec les mots. Il emploie des oxymores, il emploie des comparaisons, des anaphores. Donc il joue avec les mots. D'accord? Cette paisible rumeur vient de qui? Ou vient d'où? Il vient de la ville. Ça veut dire qu'il est loin de la ville et c'est toujours, il est emprisonné. D'accord? Bien. On va lire la dernière strophe. Il y a une autre anaphore dans la strophe. Oui. La jeunesse. Cherchez-moi l'autre anaphore. La jeunesse. Oui? Hein? Qu'as-tu fait? Très bien. Qu'as-tu fait? Donc, toujours, qu'est-ce qu'il fait? Répétition. C'est une répétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il regrette. Et ce regret, il est sous forme de quoi? D'une interrogation, d'une question. Donc il se pose des questions. C'est comme s'il parle à lui-même. Quelle est la question qu'il se pose? Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est toujours le même regret. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi? De ta jeunesse. Ça veut dire étant jeune, au lieu de vivre la vie de façon heureuse, avec quiétude, avec bonheur, etc., tu es allé chercher des problèmes. C'est pourquoi tu es en prison. Bon, c'est un conseil pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. La vie, elle est simple et tranquille. Pourquoi la rendre complexe? Pourquoi chercher des Problème. Pourquoi se bagarrer, se disputer, etc. pour rien? Et après, on entre en prison. Donc, il faut vivre cette vie de façon simple et heureuse et tranquille. Voilà, très bien. Donc, dis qu'as-tu fait, toi que voilà. Toi que voilà, ça veut dire toi. Donc, toi avec lequel je parle. Toi que voilà. Donc, il parle à lui-même. Bien. Très bien. Nous allons voir une autre figure de style. Bon, lorsqu'on dit par exemple, regardez, le ciel, si, dessus, si, baisse, ça. Donc vous entendez quoi? S, voilà. C'est les rimes. D'accord? Ce n'est pas les rimes. C'est ce qu'on appelle l'allitération. Hein? L'allitération. Allitération, c'est le fait d'entendre le même son. Le même son, le même bruit, si vous voulez. Hein? Bon. Donc, répétition de quoi? D'une même consonne. Ou bien d'un même son. D'un même son. Ça veut dire le même bruit, la même prononciation. Bon, ça c'est une figure de style très utilisée en français. Il y a même dans une pièce théâtrale, je crois, si je me rappelle bien, Racine, il a dit pour qui sonne ce serpent? Pour qui sonne ce serpent? Donc, etc. Donc, ici, on emploie la consonne S. Et c'est comme si vous entendez quoi?
Le serpent. Le serpent. Hein? Donc vous entendez? Donc les poètes ils jouent avec les mots, avec les lettres. Parfois pour nous faire entendre ce qu'il veut dire. Même entendre, pas seulement lire, mais aussi entendre ou écouter. Voilà. Donc c'est pourquoi ici on voit le même son. Bon, moi j'ai déjà dans mon livre, j'ai inventé une phrase moi aussi comme un auteur. Hein? Parce que comme vous savez, j'écris aussi. Donc, j'ai inventé une phrase avec la lettre F. Avec la lettre F. J'ai dit, le froid du mois de février me fait frissonner. Le froid de quel mois? Du mois février me fait frissonner. Me fait froid, me fait frissonner. Donc, vous entendez le F avec le froid. D'accord? Donc, beaucoup de poètes jouent avec les lettres, avec les. Donc la consonne. Et aussi on peut entendre la voyelle. Pas seulement B, T, S, R, etc. Mais aussi en, un, on, e, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'assonance. L'assonance. L'assonance, c'est quoi? C'est la répétition d'un même son, d'une même voyelle. Est-ce que vous pouvez relever du poème cette assonance? Dans, quand, voix, quand. Alors vous avez dans, en, quand, doucement, doucement, tin, n'est-ce pas? Un et en. Quand, voix, quand, chante, plainte. Donc vous entendez en et un. D'accord? Un et en. D'accord? C'est jeunesse. Donc c'est ce qu'on appelle une assonance. Bon, c'est comme si. Est-ce qu'il regrette seulement? Mais il veut nous entendre quoi? Vous avez dit tout à l'heure, il pleure, n'est-ce pas? Oui. Mais il veut même nous faire entendre qu'il. Nous avons dit tout à l'heure, mélancolique, c'est la tristesse et la mélancolie, c'est la tristesse et la souffrance. Il veut même nous entendre sa souffrance. C'est comme lorsqu'on est blessé, qu'est-ce qu'on dit? Aïe, un. D'accord? Donc c'est comme s'il est en train de gémir. D'accord? Il est en train de gémir, donc il souffre. Donc ça veut dire, c'est pourquoi nous avons dit mélancolique, ça veut dire qu'il regrette et qu'il souffre. Il veut même nous entendre sa souffrance. Et ça, comme l'oiseau. Et ça plainte. Voilà. On va diviser le vers en syllabes pour voir combien de syllabes il y a dans le vers. Donc nous avons le ciel est par-dessus le toit. Combien? 8. Un arbre par-dessus le toit. Un arbre par-dessus le toit. 7. Donc ici il y a 7. Ça veut dire que nous allons lire, on va dire arbre. Donc on va ajouter donc un arbre dans le ciel qu'on voit. 8. Donc parfois il faut prononcer le E. Parfois. Pour avoir le même nombre de syllabes. D'accord? Deuxième vers. Si bleu, si calme. 4. Quatrième vers. Berce sa palme. 3. Donc il y a 3. Donc on va prononcer E. Berce sa palme. Berce sa palme. 4 toujours. Donc vous voyez que parfois on peut avoir 12 syllabes, comme le poème Demain des l'aube. Demain des l'aube à l'heure où blanchit la campagne. 12. D'accord? Donc il y a toujours 12. Parfois, donc c'est un alexandrin, que vous allez le voir l'année prochaine. Ici nous avons 8 et 4. Parfois vous trouvez 7 seulement. Mais la lecture, il faut ajouter une autre syllabe, comme
en prononçant le E. Comme par exemple, berce sa part. Normalement, berce, c'est une strophe, c'est une syllabe. C'est une syllabe. Syllabe, c'est un nombre de consonnes ou de voyelles qui se prononcent. D'accord? Comme par exemple, frère, une seule. Hein? Ami. Ami, deux. D'accord? Berce. C'est une seule syllabe. Mais ici, on est obligé d'ajouter berce sa part. Berce sa part. Chante sa plainte. C'est très chante sa plainte. On dit pas, on dit normalement quand on parle, chante. Une seule syllabe. Mais ici, on dit chante sa plainte. Bon, à la fin de chaque vers, on trouve quoi? Le même son. C'est ce qu'on appelle une rime. Voilà. Qu'est-ce qui peut me relever les rimes? Nous avons le ciel est par-dessus le toit, un arbre par-dessus le toit. Calme et simple. Non. Calme et plainte. Donc nous avons seulement E ici. Voix, voix. Teinte, plainte. Là. Tranquille, ville. Voilà, cette jeunesse. Eh bien, bravo, c'est très bien. Vous avez bien participé. C'est très beau là, la poésie. D'accord? Alors on va lire tous ensemble. Qui est-ce qui lit? Première strophe.